Bonjour ou bonsoir chers internautes, je m'appelle Dieba, je suis journaliste à immedia.sn. Cette semaine, le site a saisi le prétexte du démarrage prochain de la collecte de parrainage pour parler des données personnelles. Pour en parler justement, nous avons le plaisir de recevoir M. Babacar Charles Ndoye. Il est expert en cybersécurité. Bonjour. Bonjour Dieu, bonjour pour l'invitation. Merci beaucoup aussi. Voilà, on va essayer de répondre au mieux tout ce qui a trait à la collecte des données liées au parrainage pour la campagne électorale à venir. Comme je l'ai déjà dit, la collecte de parrainage démarre le 27 septembre prochain. Qui dit parrainage dit données personnelles. C'est quoi les données personnelles? Alors, on dit données personnelles ou données à caractère personnel, toute information qui permet d'identifier un individu. Donc, il s'agit de son nom, son prénom, sa date de naissance, son adresse, son numéro d'identification nationale lié à la carte d'identité. Dans les autres pays, c'est son numéro de sécurité sociale, sa position géographique aussi. Donc, toutes ces informations-là sont considérées comme données à caractère personnel. Est-ce que c'est suffisamment encadré au Sénégal? Oui, c'est assez encadré. Donc, au Sénégal, nous avons la CDP, qui est une organe indépendante, qui ont promulgué une loi qui date de 2008. Donc, dont son rôle aussi, c'est de protéger la collecte des données à caractère personnel pour tous les citoyens du Sénégal. Et que dit la loi exactement? La loi diffère en fonction des positions géographiques. Par exemple, au niveau européen, nous avons ce qu'on appelle le RGPD, c'est le Règlement général sur la protection des données. Donc, qui est un cadre réglementaire assez exhaustif, donc qui est quand même aussi la base de tout ce qui est en train de se dire sur tout ce qui est législation sur la protection des données. Donc, au Sénégal aussi, c'est sur la même dynamique. Donc, cette loi aussi préconise des mesures où, par exemple, les citoyens, on doit protéger leurs données, la collecte, les traitements, quelle que soit l'organisation ou quel que soit le service. La Commission de protection des données personnelles, CDP, a publié un mini-guide destiné aux candidats, aux collecteurs et aux parrains sur les traitements de données à caractère personnel mis en œuvre dans le cadre du parrainage aux élections. Celui-ci rappelle les droits des électeurs au regard du traitement de leurs données à caractère personnel, les obligations qui incombent aux candidats et les bonnes pratiques à mettre en œuvre. Quels sont les droits des électeurs? Alors, les droits des électeurs, les parrains, ils ont beaucoup de droits parce que cette collecte-là, elle est autorisée. Donc, elle est autorisée depuis 2018. Donc, c'est la loi 2018-22 du mois de juillet de cette même année. Donc, cette collecte, elle est légale. Maintenant, le fait de collecter des données des parrains, ces parrains aussi ont des droits. Ils ont des droits de regard là-dessus. Ils ont des droits de rectification. Ils ont aussi des droits de rétraction. S'ils ont envie que leurs données on doit cesser les traitements les concernant, le collecteur doit l'arrêter. Donc on ne peut pas seulement les collecter et en faire un usage comme on veut et les traiter parce que c'est encadré en fait. On ne peut pas les traiter comme bon nous semble. Quelle obligation incombe aux candidats? Alors les candidats, la première chose c'est qu'ils doivent choisir eux-mêmes le collecteur avec lequel ils doivent signer une convention de confidentialité. C'est cette personne qui va jouer à peu près le rôle de délégué à la protection des données. Le candidat même, lui, il est le responsable en fait du traitement parce qu'on collecte des données pour son propre campagne. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est-à-dire que cette personne-là va vers les parrains. Il collecte leurs informations à travers les noms, les centres de circonscription là, ils doivent voter, le numéro d'identification et leur signature. Et ces données-là, ça c'est la liste exhaustive qu'on demande, donc ça ne peut pas aller au-delà de ça. Et donc ça c'est la première chose à faire. Ils ont aussi le droit de les conserver. Ils ont aussi le droit de s'assurer qu'il y a toute une sécurité autour de ces données collectées et qu'ils ne doivent pas aussi détourner la finalité. C'est-à-dire que ces données sont collectées à des fins de parrainage, ça servira qu'à ça, ni plus ni moins. Est-ce qu'on peut donner un exemple? Parce que Babacar Charles Ndoye, supposons qu'il soit un candidat et qu'il ait besoin que je parraine sa candidature. Qu'est-ce que moi, en tant qu'électeur, je dois savoir? Alors, moi, je dois pouvoir identifier le collecteur que le candidat a désigné.
je dois savoir qui c'est, parce que quand même je lui donne des informations sensibles me concernant. Donc à travers ça, cette personne-là aussi doit me rappeler mes droits, qui sont des droits de rectification ou d'annulation tout simplement, et que aussi que cette personne puisse me garantir que les données que je lui donne seront bien gardées et que la finalité dont c'est que le seul but c'est que des parrainages pour les élections, que ça ne soit pas détourné à faire autre chose. Aujourd'hui, quelles sont les bonnes pratiques à mettre en œuvre pour protéger les droits des électeurs? Alors, les bonnes pratiques, c'est-à-dire que les personnes qui vont à la collecte doivent savoir qu'est-ce qu'ils font avec ces données-là, parce que ça incombe de leur responsabilité. À mon avis personnel, si par exemple il y a un détournement de finalité où ces données sont collectées de manière frauduleuse, peuvent tout simplement annuler le parrainage tout court. Parce que si on a mis des lois en place, c'est pour pouvoir quand même l'encadrer et les respecter. Le but, c'est pas de les faire. L'information et les données, les gens, on leur a donné où ils peuvent aller trouver l'information. Maintenant, l'autre problème qui est tout à fait technique, c'est au moment où, par exemple, on doit sauvegarder des données. Il faudrait déjà savoir les sauvegarder, il faut s'appuyer sur l'expertise des personnes qui savent le faire et aussi s'appuyer sur l'expertise des personnes qui savent faire du traitement de données à caractère personnel. Tout ceci leur permettrait en tout cas de garantir une bonne collecte pour leurs candidats. Parce que le faire contraire à ce que dit la loi pourrait entacher à la collecte et pourrait tout simplement annuler le parrainage. Est-ce qu'il y a une durée de préservation des données personnelles? Normalement, la loi prévoit que ces données-là liées au parrainage doivent être conservées que pour la période du parrainage. Au-delà de ça, ça devrait être archivé avec des garanties et supprimé tout bonnement. Maintenant, si les parrains demandent qu'on supprime leurs données après le parrainage, ils ont le droit. La loi leur permet de demander qu'on supprime leurs données personnelles. Est-ce qu'on sait qu'est-ce qui advienne des données personnelles une fois le traitement fait par le Conseil constitutionnel, par exemple? Bon, le Conseil constitutionnel, quand même, est une autorité. Je pense qu'ils sont assez outillés pour savoir qu'est-ce qu'ils font des données des citoyens sénégalais. Et je pense qu'à ce niveau-là, il n'y a pas de... Il n'y a pas trop de questions à se poser. C'est plus du côté des collecteurs. Qu'est-ce qu'ils font après avec les données des personnes? Est-ce qu'ils vont vraiment les détruire, comme exige la loi, ou est-ce qu'ils vont vraiment les sauvegarder avec la sécurité adéquate là-dessus? Donc, pour moi, le problème, c'est surtout à ce niveau-là. Mais au niveau des constitutionnalistes ou des personnes autorisées, en tout cas, à superviser ou à regarder ces genres de données, je pense qu'ils connaissent assez bien la loi pour savoir qu'est-ce qu'ils font après avec ces données. Quels sont aujourd'hui les enjeux autour des données personnelles? Aujourd'hui, dans le monde du numérique, tout le monde sait que quand le nerf de la guerre, c'est les données personnelles. Donc, tous les géants du numérique, leur puissance est faite autour des données qu'ils collectent. C'est pour ça qu'il y a des lois qui permettent, en tout cas, d'encadrer le traitement, quelle que soit l'organisation, quelle que soit l'institution qui les collecte. Sinon, ce serait très compliqué. Le collecteur est supposé donner la bonne information aux parrains en leur disant, voilà, moi, je suis mandaté par tel ou tel candidat pour collecter vos données à des fins de parrainage. Donc moi, je prends votre numéro de carte d'identité, votre nom, prénom, numéro de carte d'électeur, la circonscription où je suis supposé aller voter. Et ces données-là, je donne aussi la garantie qu'on va les utiliser qu'à des fins de parrainage, ni plus ni moins. Je donne l'assurance et cette garantie. Je donne aussi l'assurance et la garantie du stockage, où est-ce qu'on va les garder, de la sauvegarde par rapport à la sécurité de sauvegarde. Parce que je suis le responsable. Dès qu'on est collecteur, on est responsable à 100% de la sécurité des informations que nous avons entre les mains. Et quelles possibilités s'offrent aujourd'hui aux électeurs de faire respecter leurs droits? Bon, les électeurs, comme la loi l'exige, ils ont le droit de demander sur un délai de 3 jours, comme préconise la loi, de regarder est-ce que les données qu'ils ont fournies sont les données réelles. Avant que les listes arrivent à la Cour constitutionnelle. Donc ils ont ce droit, ils ont le droit aussi de rectifier des informations si c'est erroné. Ils ont aussi le droit de demander tout bonnement, écoutez, ça ne m'intéresse plus, donc je préfère ne pas aller plus loin et que j'enlève tout simplement mon consentement. Donc le consentement est un droit. Voilà, c'est un droit ici au Sénégal et c'est un droit aussi sur le règlement général sur la protection des données. Alors, l'archivage, le collecteur peut bien donner une durée assez minime, je veux dire, pour dire, écoutez, durant toute cette période de campagne électorale, on pourra garder vos données
pour les statistiques, par rapport aux résultats, donc par rapport à plein de choses. Mais ça ne devrait pas dépasser au-delà de ce délai durant cette campagne électorale. Donc, sinon aussi, la loi dit que soit c'est archivé et ça doit être justifié de toutes les façons, parce qu'on ne les archive pas pour les archiver, soit c'est supprimé tout bonnement. Il y a ces deux possibilités-là. Il faut les archiver et le justifier ou les supprimer et donner la preuve qu'on les a supprimés. Voilà. Donc chaque État a sa propre loi, chaque pays a ses... Il y a des pays, par exemple, le fait de collecter certaines données dont on dit sensibles, par exemple son appartenance politique est considérée comme donnée sensible dans certains pays. L'appartenance à la religion, ok, les appartenances sexuelles aussi, tout ça c'est considéré comme des données sensibles qu'on doit collecter qu'à certaines conditions. On ne peut pas les faire comme ça. Dans d'autres pays, on ne s'est même pas signalé dans la loi. Donc chaque pays a sa propre manière de faire, a ses propres règlements liés à la collecte des données. Alors l'impression que j'ai, c'est pas parce que c'est pas bien respecté. L'impression que j'ai, c'est que les gens ne vont pas à la pêche d'informations. Par exemple, pour un candidat, c'est pas avantageux pour que son collecteur ignore la manière dont il doit collecter les données et les traiter. Parce que tout bonnement, on peut lui annuler son parrainage. Donc il vaudrait mieux qu'il s'assure que les gens qu'on choisisse pour aller faire ce travail comprennent les enjeux de la collecte des données. On ne peut pas collecter des données des citoyens comme ça, le faire de manière anarchique ou le faire de manière frauduleuse et espérer avoir gain de cause là-dessus. Donc déjà ça, c'est voilà, il faut aller à la pêche d'informations, il faut s'assurer qu'on a les bonnes informations, il faut s'assurer que tout ce que la loi dit par rapport au traitement a été appliqué. Il faut savoir aussi que s'il y a des choses qui sont assez techniques qu'on ne comprend pas, il y a toujours des personnes qui sont habilitées à pouvoir expliquer comment on sauvegarde des données. Surtout aussi s'assurer que lorsqu'on est collecteur des données, supposées être des données liées à un parrainage, ce n'est pas des données qu'on a le droit d'exposer à tort et à travers. C'est des choses confidentielles qu'on doit garder. C'est-à-dire que je ne peux pas prendre mes fichiers, aller chez moi, les montrer à mes amis ou les partager avec qui que ce soit. La loi l'interdit formellement. Mais c'est de leur ressort de le faire. La loi dit que les candidats doivent sélectionner, doivent choisir un collecteur et de signer une clause de confidentialité par rapport à la collecte. Donc c'est à eux de bien s'assurer qu'ils ont la bonne personne pour faire le travail demandé. En fait, il faut faire la différence entre ce qui est usage privé et usage public. Par exemple, c'est interdit, par exemple, de diffamer quelqu'un sur l'espace public. Après, maintenant, la problématique aujourd'hui, c'est la plupart du temps, on a des contentieux dans un cadre privé et après ce contentieux se retrouve sur la place publique. Donc c'est ça aujourd'hui la difficulté qu'on a en Afrique et surtout au Sénégal et la mauvaise utilisation des réseaux sociaux. Parce que lorsqu'on est en train de s'échanger des informations confidentielles à travers une application tierce, c'est censé rester dans ce cadrage privé-là. Du moment où l'un de nous le sort de ce cadrage, c'est une infraction. Et ça, c'est puni par la loi. Donc, on ne peut pas se permettre de pouvoir dire des choses sur lesquelles on peut nommer, on peut identifier une personne, de par son nom, de par son appartenance, et s'arranger à ce que ça se retrouve sur la place publique. Les gens qui le font ne connaissent peut-être pas la loi, mais ils jouent le risque, en fait, d'avoir des poursuites pénales là-dessus. C'est pas un terrain de jeu comme au jardin d'enfants. Je veux dire, c'est très régulé, il y a des lois qui sont prescrites pour ça, et les gens doivent faire attention à ce qu'ils font par rapport à ça. Après, comme je dis souvent, il y a plein de choses, ils l'entendent, mais ils ne connaissent pas peut-être les enjeux et les conséquences qui en découlent. La loi, elle est existante, c'est juste que c'est les gens qui ne vont pas à la pêche d'information. Les gens n'ont pas la bonne information ou ne cherchent pas du tout aussi à avoir l'information. Mais les lois existent et c'est très bien encadré. Après, ça dépend où se situe. Je veux dire, il y a des gens, voilà, c'est des spécialistes de la diffamation et de l'anarchie. Ces gens-là, on peut rien faire avec, c'est comme ça. Il y a d'autres, il faudrait, voilà, à travers ce qu'on fait dans les plateaux télé, dans les émissions, ils entendent, ils comprennent qu'il y a certaines choses, ils n'ont pas le droit de le faire. Voilà, Internet, c'est du domaine public. Si vous traitez les données d'une personne tierce, vous le diffamez, vous l'insultez, vous le faites, c'est pénal. Alors, chaque personne, à tous les niveaux qu'il soit, doit savoir qu'est-ce qu'on appelle un risk appetite. C'est-à-dire quels sont les risques qui occurrent autour du flux de communication que j'ai, j'échange des données que je partage avec quelqu'un, doit savoir la sensibilité et l'impact si ces données-là se retrouvent en dehors de notre zone de contrôle.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on est une personne connue, politique ou pas politique, et qu'on prépare un projet, et qu'on discute avec des personnes, avec une équipe, on doit savoir exactement comment organiser la sécurité du flux de communication autour de cette personne-là. Qui sont les personnes dont on a confiance. Il y a des informations, par exemple, en fonction de la sensibilité, on doit pouvoir se dire que ces informations-là ne sont ni transmissibles via WhatsApp, ni transmissibles via email avec adressage public. Là, je parle de Gmail, de Yahoo, de Hotmail. Si vous n'avez pas un nom de domaine avec un serveur de mail dédié sur lequel vous avez toute la sécurité garantie dessus, il y a certains messages, vous ne pouvez pas vous permettre de les faire. Parce que si ça vous échappe, vous risquez de les retrouver dehors. Donc tout ça, c'est des choses que les gens doivent comprendre. Ils doivent s'accompagner en tout cas des personnes du métier qui connaissent exactement comment avoir une stratégie de sécurité autour d'une communication, autour d'échanges de données, et puis qui est comme en fonction de ce qu'on a envie de faire et de ce qu'on veut faire. C'est très très important. Il faut savoir aussi comprendre quelque chose. Dans ce pays, la majorité des personnes qui utilisent les réseaux sociaux ne comprennent pas l'utilité des réseaux sociaux. Ça c'est un problème. Parce que les gens, ils postent des choses, ils font des vidéos, mais ils ne comprennent pas l'étendue de diffusion des choses qu'ils mettent. Une fois que c'est publié, c'est en dehors de votre périmètre de contrôle. C'est-à-dire que vous n'avez aucune idée du nombre de personnes qui peuvent regarder quelque chose de dégradant à la seconde où vous l'avez mis en ligne. Le retour en arrière est déjà trop tard. Donc ils ne connaissent pas les enjeux, ils ne connaissent pas les dégâts qui occurrent autour de ça. Donc c'est ça qui font que, par méconnaissance, ils pensent que quand ils font quelque chose, c'est juste dans leur zone à eux. Alors que c'est loin, c'est en dehors de tout ça. Et c'est en fonction des personnes qui utilisent ces applications. LinkedIn, tout le monde sait que c'est un réseau professionnel, on ne peut pas y faire autre chose. TikTok, à la base, c'est pour faire des mini vidéos qu'on doit partager en famille. C'est dénaturé, dégradé. Maintenant, les gens l'utilisent pour autre chose. La preuve, on n'a plus l'utilité qu'on en avait au Sénégal. Donc voilà, en attendant de trouver un moyen d'avoir une régulation. Mais vu que c'est une application qui appartient aux Chinois, on verra bien qu'est-ce qui va en découler. Facebook est beaucoup plus contrôlé, on va dire, à ce niveau-là, parce que sur dénonciation, on peut fermer votre compte. Donc TikTok, on n'en est pas encore arrivé à ça. Donc tout dépend de la personne et de l'utilité qu'il en fait. Et ce serait très difficile aujourd'hui. C'est clair qu'on a une population qui a besoin d'éducation à tous les niveaux pour l'utilisation de ces réseaux sociaux. Mais c'est difficile aujourd'hui parce qu'on ne sait pas par où commencer en fait par rapport à ça. Les jeunes, je ne vais pas dire, voilà, je ne sais pas si ça se dit, mais la plupart sont désœuvrés. Ces outils leur permettent de se distraire un peu et de s'amuser. Donc déjà, en s'y attaquant, on ne règle pas un problème, on accentue d'autres problèmes. Parce que des jeunes qui ne vont peut-être pas à l'école, qui n'ont pas de travail, qui se cherchent, qui ont un outil pour s'amuser entre eux dans un groupe restreint ou même dans un groupe tout à fait éloigné, tu leur mets des restrictions là-dessus, tu leur prives une certaine liberté. Donc, c'est-à-dire que tu accentues les problèmes à un autre niveau. Donc, c'est pas très facile. Mais dans toute cette affaire-là, il y a les lois qui encadrent l'utilisation de tout ce qui se fait dans ce pays et même ailleurs. Après, oui, c'est un désastre économique, ça tout le monde le sait. Aujourd'hui, on est à l'ère du numérique pour tout ce qu'on fait, les transactions, les mobile money, tout ça. Vous faites des restrictions sur l'Internet, vous coupez l'économie tout court. Donc voilà, pour moi, c'est une catastrophe économique. Et il y a des conséquences. Je veux dire, après, moi, je ne suis pas en mesure de dire si c'est des raisons justifiées ou pas. Voilà. Mais de toutes les façons, c'est clair que ça fait beaucoup plus de dégâts qu'autre chose. Maintenant, après, peut-être que les personnes qui sont responsables de ces genres de situations, s'ils arrivent à se dire à un moment donné on doit restreindre ou couper l'Internet tout court, peut-être que c'est leur seul moyen de défense aussi par rapport à une certaine anarchie observée. Justifié ou pas, chacun est libre d'en faire une appréciation qu'il veut. Mais économiquement, c'était quand même un désastre. En Afrique, on a fait une mauvaise utilisation, une très mauvaise utilisation. Dans d'autres pays,
ça permet d'avancer. Ça permet de gagner une certaine autonomie par rapport à certaines choses. En Afrique, non. En Afrique, c'est beaucoup plus fait pour des choses beaucoup plus inutiles, on va dire, qui n'avancent pas la personne, au contraire, qui te rend même beaucoup plus accro et avoir, entre guillemets, une vie de paresseuse. Ouais, pourquoi pas? Parce que moi, je fais partie des personnes qui préconisent l'éducation à tous les niveaux. Moi j'aime l'éducation, j'adore enseigner. Après, je suis aussi formateur à côté de la technicité de ce que j'ai comme background. Donc, pourquoi pas, ce serait une bonne idée. En tout cas, qu'on ramène les choses d'avant. Parce que nous, à notre époque jeune, certes, on n'avait pas de réseaux sociaux, mais on était quand même bien éduqués. Voilà, c'est le mot. Parce que là, actuellement, c'est assez compliqué. Alors, lorsque une organisation est en charge de collecter des données et de les sécuriser, lorsqu'il y a une violation, la loi exige à cette organisation, sous 72 heures, de faire une déclaration au niveau de la CDP. Pourquoi? Ça les couvre d'une quelconque attaque pénale. Parce qu'une personne vient se dire, écoutez, moi je vous ai confié mes données, vous avez été piraté, mes données je les ai retrouvées ailleurs. Donc pour éviter des poursuites judiciaires, donc la loi vous impose sur un délai de 72 heures à annoncer la violation des fuites des données dont vous avez subi ou une attaque. Le problème c'est que les gens ne vont pas vers la CDP. Les gens, il y a des personnes, tu leur parles CDP, ils disent mais c'est quoi CDP? La CDP existe depuis 2008, la loi existe depuis 2008. Donc tout ce qui tourne autour de la sécurité des données personnelles ou des données à caractère personnel sont légiférés, sont cadrés et sur leur site on a toutes les informations dont une personne a besoin pour comprendre ses droits et ses obligations. Voilà, maintenant c'est aux personnes ou aux administrés de faire le déplacement ou d'aller se renseigner là où il faut. Mais l'encadrement y est. Je n'ai pas exactement, en tout cas, le degré où comment ça a été décrit même, mais la sanction existe bel et bien. Je veux dire, une atteinte à la vie privée ou un détournement de finalité d'un traitement de données, tout ça, c'est la CDP a des grilles de cadrage de sanctions liées à ces genres de dérives-là. Ce n'est pas parce que vous êtes public que je peux utiliser vos données et en faire n'importe quoi. On est arrivé au terme de l'émission. Merci beaucoup, Monsieur Babacar Charles Ndoye. Et on vous dit à la prochaine. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation.